La grande fête du monde agricole, 600 000 visiteurs attendus pendant ces 9 jours, porte de Versailles. Nous poussons les portes du Salon de l'Agriculture, édition spéciale ce midi sur France 3 Paris Île-de-France. Bonjour et bienvenue dans ce 12-13. Alors, quelle agriculture pour l'Île-de-France? Nous en parlerons avec nos invités. Nous leur poserons la question. Thierry Bontour, président de la Chambre d'agriculture d'Île-de-France, et Samuel Vandal, secrétaire général adjoint des jeunes agriculteurs. Nous ferons également un tour de la gastronomie francilienne avec Yannick Le Gall. Yannick, quelle découverte nous réservez-vous? C'est vrai que quand on pense à la gastronomie de France, on pense tout de suite au brie de Meaux ou au brie de Melun, mais vous allez voir qu'il existe beaucoup d'autres produits à découvrir dans notre région. On va aller faire un tour du côté des boulangers qui ont créé un pain spécial bio pour le salon. Et puis on terminera le journal du côté des bouchers d'Île-de-France. Merci Yannick, et à tout à l'heure. Et depuis 9h ce matin, la foule se presse. Les stars de ce salon, 4000 bêtes, font les belles pour le plus grand bonheur des visiteurs. Safa Baroud et Olivier Badin. Et ce mouton-là est un animal petit et c'est sa spécificité. Apprendre à différencier les espèces, toucher de la laine, caresser une bête de plus d'une tonne, de quoi fasciner les petits Parisiens, jusque-là plus habitués à voir des pigeons que des vaches ou des moutons. Est-ce que tu avais déjà vu une vache d'aussi près? Non, Ça fait quoi? c'est impressionnant. Elle est comment là? Elle est grosse et ça sent bon. Si les grosses bêtes attirent de nombreux visiteurs, il y en a d'autres plus petites qui n'en sont pas moins surprenantes. Sur le stand d'un célèbre volailler, des enfants assistent à un spectacle hors du commun, la naissance de petits poussins. C'est super mignon parce qu'on les voit, c'est comme ça au moins on se rend compte comment ils naissent, donc c'est vraiment super. On a moins l'occasion peut-être d'aller dans des fermes et de découvrir toute la chaîne alimentaire. Voilà, un œuf, comment c'est, le lait, d'où ça vient, c'est très important. Un parcours qui ne fait que commencer. Entre les lapins, les chevaux et les dindons, petits et grands n'ont pas fini de s'émerveiller dans la plus grande ferme de France. Alors, le salon d'agriculture, c'est un moment de dialogue, d'échange. Thierry Bontour, ici, on fait de la pédagogie. C'est la 55e édition de ce salon. Comment se fait-il qu'il suscite toujours autant de curiosité? L'agriculture, c'est d'abord la nourriture pour l'ensemble de nos concitoyens. Et je pense qu'il y a cette nécessité de découverte continuelle pour montrer ce que fait toute l'agriculture et tout ce qu'il y a autour de l'innovation de l'agriculture aujourd'hui. Je pense que les visiteurs sont dans ce schéma-là. Les visiteurs, ce sont aussi des consommateurs. Ils vous posent beaucoup de questions. Quelles sont les questions qui reviennent? Est-ce que ce sont des questions dans le domaine de la santé, par exemple? Bien sûr, les visiteurs sont aussi très interrogatifs. Les questions sont de savoir comment on travaille, comment on produit, que ce soit des animaux, comment on élève les animaux, comment on produit nos cultures. Quelles sont les démarches que l'on fait, la connaissance de la traçabilité, où les produits sont faits. Et c'est surtout cette demande-là pour vraiment connaître, parce que maintenant, on s'aperçoit que les gens ne sont plus proches, sont éloignés de la ferme, et ils ont besoin d'avoir ces explications pour connaître véritablement notre métier. Faire découvrir la ferme au monde des urbains, et qui dit échange dit aussi opération de communication. Je me tourne vers vous, Samuel Vandal. L'image des agriculteurs en ce moment avec le glyphosate, les pesticides, les herbicides, elle est un peu écornée, ce salon. Est-ce que c'est aussi l'occasion de se réconcilier avec les consommateurs? Est-ce que c'est une opération de justification? Non, je ne pense pas que c'est une opération de justification. Si vous voulez, aujourd'hui, les agriculteurs ont un certain nombre de revendications. Le gouvernement et les gouvernements successifs ont tendance aujourd'hui à mettre des interdictions avant de trouver des solutions. Et nous, aujourd'hui, la jeune génération est prête à transformer tout un tas d'essais, entre autres sur la qualité de notre alimentation, mais aussi sur l'environnement. Et donc on dit, mettons-nous tous ensemble autour de la table pour trouver des produits de substitution, des solutions alternatives. Et dans ces cas-là, il n'y aura pas besoin de suppression. Et c'est vraiment ça qu'on a voulu dire au gouvernement. Alors hier à Emmanuel Macron, demain au Premier ministre et à tous les membres du gouvernement. Et en parlant d'image, justement, celle qu'on se fait de Paris et de sa région, ce n'est pas forcément celle de la première région agricole d'Île-de-France. Et pourtant, notre région est bien la première. Le tableau avec Jean-Philippe Lemaire. L'Île-de-France côté ville, l'Île-de-France côté champ. La région compte 569 000 hectares de terres cultivées. En Île-de-France, près de la moitié du territoire est agricole. On recense 5000 exploitations. Elles sont en majorité de grande taille, ce qui est une particularité par rapport aux autres régions françaises. 40% vont de 100 à 200 hectares contre 14,8%
Dans le reste du pays, 20% font 200 hectares et plus, un chiffre qui tombe à 4,3% pour les autres régions. Les céréales arrivent en tête des productions avec 66%, en deuxième position avec 15% les oléagineux. Au niveau national, l'Île-de-France est la première productrice de cresson et de persil. La région se classe 3e pour les oignons blancs, 4e pour les radis et 5e pour les salades. L'élevage est une activité plus mineure avec par exemple 797 000 poules pondeuses et un peu plus de 28 400 bovins. De retour porte de Versailles pour cette édition spéciale Salon de l'agriculture. Alors l'agriculture en Île-de-France, on l'a vu, c'est la première, la région Île-de-France est la première région productrice. L'agriculture fait travailler 6000 personnes, mais ses effectifs sont en baisse. Les exploitations dans notre région sont grandes. Est-ce que c'est ça qui explique la baisse de ces effectifs ou est-ce que c'est les problèmes du monde agricole? On l'a vu dans le reportage, l'agriculture en Île-de-France est aussi très diverse. Bien sûr, il y a les exploitations de grandes cultures d'une certaine taille, mais aujourd'hui, on a 15% des exploitations qui sont dans un système de circuit court, d'accueil auprès du public dans les exploitations, accueil pédagogique, mais aussi des exploitations très spécialisées dans tout ce qui est autour du maraîchage, de l'arboriculture. Et voilà ce qui fait la diversité de ce qu'on a aux portes de Paris. Alors, beaucoup d'actualités autour de l'agriculture ces derniers jours, dont ce traité de libre-échange, ces négociations en vue d'un accord entre l'Union européenne et l'Amérique du Sud. Et vous, Samuel Vandal, enfin les jeunes agriculteurs, vous mettez la pression sur le gouvernement, vous dites ce serait une catastrophe pour nos agriculteurs. Quelles sont vos craintes ? Alors ça serait une catastrophe pour nos agriculteurs, mais aussi pour nos concitoyens. Si vous voulez, on va signer cet accord qui s'appelle le Mercosur, traité de libre-échange entre l'Europe et l'Amérique du Sud. Ces produits-là qui vont rentrer, entre autres la viande bovine, la volaille, l'éthanol et le sucre, qui vont rentrer sur notre territoire européen, qui n'ont aucune équivalence. Aujourd'hui, nos produits en France sont tracés de A à Z, ce qui n'est pas le cas dans ces pays-là. Ils respectent l'environnement, le bien-être animal. Ils sont produits souvent des modèles qui respectent les hommes, les femmes et les animaux. Et vous avez peur aujourd'hui, du bœuf aux hormones, par exemple? alors sur les hormones, on ne va pas agiter le drapeau de la peur, mais c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas faites suivant les règles. Nous, aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est qu'on n'importe pas des produits qui ne sont pas aux standards français. C'est vraiment important. Et c'est pour les agriculteurs, pour qu'on puisse avoir encore des agriculteurs nombreux sur nos territoires, mais aussi pour que les concitoyens puissent avoir une alimentation de qualité. On rejoint les états généraux de l'alimentation qui ont été faits, qui étaient l'objectif de se réunir autour d'une table agriculteurs, consommateurs, grande distribution, industriels. On a défini un cap sur notre alimentation, sur notre agriculture. Et en même temps, le gouvernement veut signer un traité de libre-échange avec l'Amérique du Sud. Et ces aliments-là n'ont rien à voir avec le cadre qui a été fixé dans les états généraux de l'alimentation. On a bien compris, vous êtes vent debout contre ce projet. Alors, autre élément d'actualité, les intempéries qui ont sévi sur la région. Les agriculteurs ont été de nouveau touchés par les inondations en Seine-et-Marne et dans le Val d'Oise après celle de 2016. Alors, à combien s'élève la facture? On voit cela avec Aude Blaché. Les inondations de janvier auront coûté cher aux agriculteurs franciliens. Selon la FDSEA et la Chambre d'agriculture, les dégâts sont estimés à 2,6 millions d'euros, un montant qui n'est pas encore définitif. En comparaison, les intempéries de juin 2016 avaient occasionné des pertes s'élevant à 4 millions d'euros. Département le plus touché car c'est celui qui concentre le plus de terres agricoles, la Seine-et-Marne. Les dégâts y sont estimés à près d'1,6 million d'euros. Suivent les Yvelines, l'Essonne et le Val d'Oise. Dans ces départements, de nombreuses terres, dont celles qui avaient déjà été semées, ont été immergées soit par les crues, soit en recevant l'excédent d'eau des rivières pour réduire l'impact des inondations en amont des grandes villes. La production de blé a particulièrement souffert de ces avaries. En tout, les pertes sont estimées à 1,177 000 euros. Autre culture très impactée, le colza et l'orge. Dans les Yvelines, les maraîchers ont quant à eux perdu 50 000 euros par exploitation en moyenne. Afin de compenser leurs dommages, les agriculteurs sinistrés pourraient réclamer l'état de calamité agricole d'ici la fin du mois, une mesure qui leur permettrait de bénéficier des indemnisations du Fonds national de gestion des risques agricoles. Nous sommes toujours en direct du Salon de l'agriculture. Alors sur cet état de calamité agricole, on en est où ? Alors aujourd'hui, comme c'était présenté dans le reportage, nous sommes encore au recensement puisqu'il y a encore des terres qui se trouvent sous l'eau. Donc on ne connaît pas les conséquences exactes de ces intempéries.
La problématique de calamité agricole, c'est qu'aujourd'hui, les surfaces qui se retrouvent sous l'eau se retrouvent à chaque fois dans le cas des inondations. Et aujourd'hui, les agriculteurs, même dans le cadre de la gestion des risques, peuvent s'assurer, mais dans le cas où ils sont continuellement inondés, ils ne pourront plus s'assurer. Alors aujourd'hui, nous demandons à ce que l'agriculture, qui est une réponse pour éviter d'inonder les villes, d'inonder les secteurs économiques, que l'agriculture, que l'ensemble de ces terres qui sont inondées puissent bénéficier de l'indemnité dans le cadre plus général, pas obligatoirement calamité agricole, puisque quand on est en termes de grandes cultures, les agriculteurs ne peuvent pas bénéficier de la calamité agricole par rapport à leur production. Aujourd'hui, l'agriculture est une réponse par rapport à l'expansion de ces crues, mais il faut que la société en général les compense pour ce fait-là. Et je vous propose tout de suite de voir un exemple de ce que l'on produit en Ile-de-France avec Yannick Le Gall. Yannick, je crois que vous avez tenté de mettre la main à la pâte. Là, je suis plutôt dans le four. Je vous attendais pour sortir le pain du four. On est sur le site des boulangers du Grand Paris. On se moque pas, je n'ai jamais fait. Donc, normalement, comme ça, on va chercher. C'est pas mal, c'est pas mal. J'arrive à en sortir un quand même. C'est pas mal. Je suis aux côtés de Fernand. Fernand, c'est vous qui avez lancé ce pain, et spécial pour le salon. Vous pouvez sortir la suite si vous voulez, parce que moi, je vais peut-être pas y arriver. Qu'est-ce qu'il y a dans ce pain? Alors, il y a de la farine de tradition bio, et de la farine de sel, et du levain, et un levain liquide. C'est chaud, hein. C'est farine bio. C'est plus difficile de travailler le bio aujourd'hui ou pas? Il faut beaucoup plus de temps de fermentation première. C'est-à-dire qu'aussitôt qu'on a pétri, on laisse 2 fois 50 minutes. On peut l'ouvrir pour voir? Ah oui. Voilà. Mais pas... C'est chaud. Ah oui, on va se brûler. Je vous en ramène un, c'est vrai. Je vous en ramène un tout de suite sur le plateau tout à l'heure. Merci beaucoup Yannick. J'attends évidemment. Vous m'avez mis l'eau à la bouche. Alors le pain que vous manipuliez, Yannick, était bio. Le bio, parlons-en. Notre région, elle est très en retard. Elle est dernière avec seulement 316 producteurs. Comment on explique cela? Ça veut dire que les céréaliers, c'est pas dans la culture des céréaliers de faire du bio? Il y a une évolution qui commence à naître, puisqu'on voit, vu les dernières années très difficiles au niveau économique, les agriculteurs commencent à réfléchir sur ce que pourrait être une production bio. Il y a aujourd'hui un accompagnement fort mené par les chambres d'agriculture autour de ces productions biologiques, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les grandes cultures ne sont pas encore totalement dans cette démarche, même si les agriculteurs sont dans ce circuit court aussi, puisqu'ils voudraient produire de la farine bio et pouvoir faire du pain pour donner aux consommateurs localement. Alors on va nuancer, parce que depuis fin 2016, dans notre région, la part du bio progresse. De plus en plus d'agriculteurs se lancent dans cette agriculture biologique et c'est particulièrement vrai pour la jeune génération. Alors Samuel Vandal, le bio, c'est un remède aux maux de la profession? Je ne pense pas que ça soit un remède. C'est-à-dire, si vous voulez, pour que tout le monde fonctionne et vive sa vie, il faut qu'on soit dans la diversité des filières. Si demain, 100% de l'agriculture francilienne passait en bio, on se retrouverait certainement en excès. Et donc, de ce fait-là, on verrait les prix s'effondrer. Mais ça plaît aux consommateurs. Ça plaît aux consommateurs. Ça plaît à une partie des consommateurs. Aujourd'hui, notre objectif, notre but, c'est de pouvoir suivre la demande du consommateur en bio. Et ce n'est pas toujours évident parce que ça nécessite 3 ans de conversion. Mais il faut que nous, on soit devant pour accompagner les agriculteurs, que l'État puisse prendre en charge aussi sa part pour aider les jeunes à s'installer en agriculture biologique. Mais attention à ne pas être en surproduction, parce que la surproduction en agriculture biologique pourrait, de ce fait, faire tomber les prix. Alors le bio, ce n'est pas la seule solution. Illustration des difficultés de la profession. Certains agriculteurs sont obligés d'avoir une deuxième activité pour vivre. Exemple dans le Val d'Oise avec ce reportage de Frédéric Vass et Veit Blumleber. D'aussi loin qu'il s'en souvienne, Godefroy a toujours voulu être agriculteur, comme son grand-père. 12 ans qu'il s'est installé à Usse, dans le Val d'Oise. Une centaine d'hectares, du blé, de l'orge, des betteraves et une pension de chevaux. Oui. Allez, pousse-toi. Et même si sa femme est infirmière, son activité agricole ne suffit pas pour vivre. Godefroy a une autre activité professionnelle. C'était dès le départ un impératif en raison de la surface que j'ai repris. Donc une exploitation alors qui peut paraître 100 hectares, ça peut paraître grand pour quelqu'un qui a juste un jardin, mais en l'occurrence là en céréaliculture, 100 hectares ça ne permet pas de tirer un SMIC par exemple, donc il me fallait un revenu complémentaire. Au quotidien, il jongle avec ses 2 bureaux, tour à tour agriculteur et réparateur d'appareils de musculation.
J'ai une double vie qui n'est pas forcément optimisée au niveau temps. C'est une gymnastique où on s'en sort de mieux en mieux et le salarié aide beaucoup là-dessus. Ça permet justement de faire le tampon dans les périodes où il y a vraiment beaucoup de travail. Une double activité qui lui permet de sauver la ferme sans vendre son patrimoine. Et du coup, il paye d'avance, lui. Tu vois, il a payé la totalité. Quand on fait 2000 € de revenus, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, sur une année, j'ai quand même des échéances qui tombent. Donc là, novembre et décembre, j'ai réinjecté 16 000 € de l'activité secondaire vers mon activité principale, puisque je considère quand même la ferme comme mon activité principale, même si ce n'est pas forcément celle qui génère le plus de revenus aujourd'hui. Alors toujours un peu sur la météo. 15 h, coup de fil, une urgence, une réparation, une salle de sport qui a besoin de ses compétences. Godefroy lâche sa bêche pour la valisette technique. Au boulot depuis 3 h du matin, il reste professionnel, mais... Ça me pèse, c'est parce que quand on fait les choses par nécessité plus que par choix, je pense que tout le monde, quoi. Il y a des gens, voilà, des étudiants qui vont travailler dans un fast-food le soir, je pense que ça leur pèse et je préférerais être chez moi tranquille. Moi, c'est ce que j'avais choisi initialement. Mes études, c'est agricole. Mes spécialisations, elles sont dans le commerce agricole et j'aurais aimé rester dans cet univers-là, si j'avais pu. Godefroy reconnaît tout de même sa chance, celle d'être en Île-de-France où les opportunités de doubles activités sont nombreuses. Et avant de refermer ce journal spécial en direct du Salon de l'Agriculture, Yannick Le Gall va nous ouvrir l'appétit. Yannick, vous avez encore des spécialités franciliennes à nous présenter. Vous avez vu, j'ai mis la veste de maître restaurateur. On est ici sur le stand des bouchers d'Île-de-France et on fait cuire du paleron de bœuf de Seine-et-Marne. Les produits d'Île-de-France, c'est vraiment des beaux produits à travailler. Ah oui, la viande de bœuf est superbe. C'est de la limousine qui vient donc de Seine-et-Marne, qu'on a fait mariner dans du poiré avec de la verveine de millet. Donc poiré du pays Briard, c'est un pur jus de poire. Et puis on a la verveine citronnelle de Milly. Et là on fait snacker vite, aller-retour. C'est une recette d'été qu'on fait en plein hiver vu la température. Et vous allez goûter, il y a beaucoup de fraîcheur avec la verveine et avec le poiré. Et c'est vraiment très rapide. Et ça met en avant surtout nos amis bouchers parce que l'été, des fois, ils ne savent pas proposer les avants. Ils ne peuvent pas proposer les avants qui servent pour des ragoûts. Et là, ils ont une occasion de changer les barbecues. On change le barbecue. Très bien. Et à côté de ça, vous voulez qu'on vous parle de ça? On n'a pas le temps, je suis désolé. C'est un tartare d'agneau au citron. C'est un tartare de bœuf avec de l'huile de chanvre de la région et Tout est 100% francilien. Merci beaucoup. Je continue de faire cuire le paleron, Séverine, et je vous amène tout ça pour l'équipe. Merci beaucoup Yannick, c'est bien trop aimable. Il est temps pour nous à présent de quitter le Salon de l'Agriculture, mais je vous rappelle qu'il dure jusqu'à dimanche prochain. Thierry Bontour, Samuel Vandal, merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Et merci à vous de votre fidélité. Je vous rappelle que tout le reste de l'actualité, et notamment la victoire du Paris Saint-Germain hier soir, se retrouve sur notre site internet idf.france3.fr. À suivre l'information nationale. Et puis nous ne vous avons pas tout dit sur le Salon de l'Agriculture. Ce soir, le 19-20 de France 3 Paris Île-de-France, en direct de la Porte de Versailles avec Carla Carrasquera, qui vous racontera plein d'autres histoires sur l'agriculture. Excellent après-midi à vous et à demain, dès midi.